joue le jeu. Et donc il part de Paris, gare de l'Est, et il va effectivement jusqu'à Istanbul en passant par Varna, sachant que nos héros, eux, partent effectivement de Paris et s'arrêtent à Varna, en Bulgarie. Et donc là, nous voici arrivés en Roumanie proprement dit, à Galate, là où commence la chasse. Donc, Orient Express lâche nos héros à Varna. Là, ils y restent une quinzaine de jours. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont été dupés par Dracula. Dracula leur fait croire en fait qu'il affrète un bateau jusqu'à Varna, mais en fait, il va à Galate. C'est une Galate qui est également sur le Danube, qui est à l'embouchure du Danube et qui est vraiment juste au croisement entre le Danube et la rivière, on l'a vu, le Siret, la rivière Siret. Donc, ils ont perdu du temps, ils arrivent finalement à Galate. Et de là, ils commencent leur chasse, la remontée de la Siret puis de la Bistrita. Jusqu'au col de Borgo, donc en Transylvanie. Donc là, cette photo montre en fait ce qui est, il y en a plein d'autres dans le livre, mais ça montre le Danube en fait. C'est le Danube très large, ouvert sur la mer Noire, et donc c'est probablement, enfin c'est même pas probablement, c'est de là qu'arrive Dracula, par bateau. Ah, c'est vraiment... Alors moi j'aime beaucoup cette photo parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que après Galate, les 6 héros se séparent en groupe de 2 pour suivre l'un la rivière, l'autre la rivière sur le rivage et la route et l'autre le train. Et en fait, donc, nous on est remonté par la route, de temps en temps on avait la Bistrita sur notre gauche, des fois à droite, on avait la ligne de chemin de fer, on essayait de suivre un peu les deux. Et les deux se croisent, et notamment à cet endroit. Donc faut savoir que Jonathan Harker et Lord Godalming sont passés sous ce pont, enfin, qui n'existait peut-être pas en l'état à l'époque, et que dans le même temps, Van Helsing et Mina Harker sont passés sur ce pont. Donc voilà, moi je trouve que ça résume bien cette poursuite. Dans le même train, je ne sais pas. Là, ça c'est une photo pour faire joli. En fait, c'est la Bistrita. Il y avait un petit quelque chose qui nous chagrinait, c'est qu'on a suivi la Bistrita sur tout son cours. Au début, c'est la Sirette, à Bacao, ça se chante. Je prononce certainement très mal, désolé s'il y a des Roumains parmi nous. Elle se sépare, ça se transforme en Bistrita. Et bon, pendant tout ce temps-là, la rivière, est, comme vous voyez sur la photo précédente, il y a très peu d'eau. C'est pas très large et surtout pas profond, et nos héros voyageaient en vapeur. On s'est dit, il y a quand même un gros souci de crédibilité du roman. À ce moment-là, difficile de naviguer en vapeur sur une rivière qui a 1 mètre de fond. Et en fait, on a compris, et on a la preuve que c'est encore crédible. À l'époque, au XIXe siècle, la rivière était largement navigable. En fait, il y a un barrage, tout simplement. Il y a un barrage dans les montagnes quand on arrive en Transylvanie. Cette photo qui est très blanche sur l'écran, en fait, ça montre c'est le lac qui est derrière le barrage, donc qui a une retenue d'eau. Donc tout ce qui arrive ensuite en aval fait que la rivière n'est pas navigable, et en amont du barrage, en fait, elle est parfaitement navigable. L'eau a été retenue. Oui. Oui, moi ça me... Alors, achetez le livre. De la photo, moi je prends la photo depuis le barrage. Donc on a choisi ça, bon, il y a d'autres photos dans le livre où on voit mieux. Là en fait je suis sur le barrage, c'est jour de tempête. On est parti en Roumanie en plein hiver. Enfin plein hiver, même pas tempête, mais c'était début mars. Et début mars en Roumanie, donc là c'est le début de la Transylvanie, c'est blanc, couvert de blanc, tempête de neige. Ce qu'on voit, c'est en fait, mais là on voit assez peu. Sur la droite, à la maison, là, c'est le bord du lac de retenue, et toute l'étendue blanche, en fait, c'est le lac de retenue gelé. Elle est jolie, quand même. C'est une photo conceptuelle, on fait un peu d'art, c'est pas tout le temps les mêmes. Le col de Borgo. Okay, très bien. Donc ça, c'est une photo du col de Borgo. Alors, comme on peut voir, c'est toujours la même pure étoile. En fait, c'est même en arrivant, en fait, on avait un meilleur temps juste avant d'arriver au col, et en fait, en s'approchant du col, la visibilité a commencé à se faire totalement nue. Donc là, on est vraiment au niveau du col, on voyait absolument plus rien.
preuve irréfutable que Dracula commençait à nous empêcher de trouver son château, ce qui fait que dans le brouillard comme ça, on a effectivement passé à côté du château sans probablement le voir, mais c'est évidemment un sortilège de Dracula. Le château est quelque part. Ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que si vous reprenez le passage dans le roman de Stoker, quand Jonathan Harker approche du col de Borgo, c'est la croûte de nuages qui semble s'écraser sur sa tête, les bourrasques de vent, de pluie, de neige, enfin tout lui arrive d'un coup. C'est le même stratagème que Dracula avait employé. Et c'est ce qui nous est arrivé finalement, donc c'était assez intéressant. On a trouvé... Complètement, oui. Et en fait, on a quand même trouvé refuge au fameux hôtel Castle Dracula, un petit peu plus loin sur le col, pour se réchauffer. On n'a pas montré la photo. Ok, là ça s'achève en fait, je vais laisser parler Simon, parce que lui c'est le spécialiste maintenant de la dépêche. Donc en fait, après le col de Borgo, on a fait le trajet de Jonathan Harker, ça on va aller un peu plus vite là. On va passer directement, en fait, on a commencé à chercher, à se renseigner sur qui était Vlad Tepes et savoir si effectivement c'était crédible cette association qu'on fait entre ce prince Valak et le personnage, le vampire de Dracula. À part, la seule chose dont pour l'instant nous on était sûrs avant d'enquêter, c'est qu'ils avaient le même nom. Ouais, Vlad Dracula, il y a Dracula le vampire, sachant que Vlad Tepes lui vient de Valachie, c'est un prince Valak, et la Valachie, c'est le sud de la Roumanie actuelle. Et Dracula de Bram Stoker, lui est un comte, là c'est pas un prince, et en plus c'est un comte de Transylvanie, qui à l'époque en fait était région des pays en fait très différents. Sachant que la Transylvanie c'était une province hongroise, à l'époque où Bram Stoker écrit son roman, c'était parti de l'Autriche-Hongrie, et la Valachie est en fait à l'époque déjà indépendante. Donc Vlad Tepes c'est un personnage qui jusqu'à il y a 15-20 ans était relativement méconnu. On savait très peu de choses de lui. Et l'histoire est venue de McNally et Florescu dans les années 70 qui ont commencé à faire des recherches historiques et qui sont arrivés à proposer cette hypothèse-là. Donc ils l'ont proposé pas par hasard. Déjà il y a la similitude dans le nom, c'est-à-dire que le père de Vlad Tepes s'appelait Vlad III. Il avait été décoré par Sigismond de Luxembourg de l'ordre des dragons, c'est-à-dire les défenseurs de la chrétienté face à l'envahisseur plutôt ottoman pour le coup. Ce qui est assez rigolo parce que quand on sait que Vlad père servait d'éclaireur aux armées de l'empereur turc pour les faire traverser la Valachie et attaquer directement la Transylvanie, donc c'est assez amusant. Et bref, du coup, il avait récupéré le surnom de Dracule, Vlad Dracule, Vlad le dragon, et Dracula signifie tout simplement le fils du dragon. Donc il y avait ce premier indice. Et ensuite, si vous relisez, pareil, le passage où Jonathan Harker est au château de Dracula, vous avez un moment où Dracula lui parle de ses ancêtres. Et en fait, quand Dracula parle de ses ancêtres à Jonathan Harker, il parle en fait de lui-même, de sa période de vie, en fait, mais il ne peut pas lui parler « j'ai fait ceci il y a 5 siècles ». Et il lui donne plusieurs anecdotes. Il lui dit qu'il a combattu l'Empire turc, qu'il l'a empêché d'envahir l'Europe, il lui dit qu'il a été trahi par son frère. Tout un tas d'anecdotes qui sont exactement celles de la vie de Vlad Tepes. Donc ce qui nous a amené à nous intéresser à ce personnage.